Comment vous analysez cette journée? J'imagine évidemment la grande déception parce qu'il n'y a pas eu de vraie annonce. Alors Emmanuel Macron dit on va voter contre le Mercosur en nous faisant croire que ça va avoir un impact alors que ça n'aura aucun impact et qu'il va être ratifié puisque les Italiens nous ont lâchés. Et puis, on en parlait avant l'émission, un fort dispositif de sécurité. Vous avez passé votre semaine à jouer au jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre. On l'a vu hier en direct sur CNews, les tracteurs qui passaient à travers champs, les blindés de la gendarmerie qu'on déploie pas face aux narcotrafiquants, mais qu'on a déployés face aux agriculteurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui s'est passé aujourd'hui et sur ce qui va se passer demain? Alors, vous pouvez ajouter aussi les hélicoptères. Vous me parlez de grande déception. Pas tant que ça, parce que moi, je suis hyper admiratif de l'exploit qu'ont réalisé tous les collègues. Parce que je ne sais pas si les gens se rendent compte qu'on a été chassés dès chez nous, dès nos départements, en fait. C'est du jamais vu d'interdire la circulation des tracteurs dans tous les départements. Voilà. Les collègues ont passé 3 jours en tracteur, à très peu dormir, à jouer effectivement au chat à la souris, à passer en force parfois. Ils ont été juste héroïques. Enfin, les gens ne peuvent pas imaginer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait. Après, on est censé attendre des annonces. Ensuite, notre président national nous dira quelle sera la marche à suivre. On reste en périphérie de Paris pour le moment. Voilà. Et vous, concrètement, comment vous avez fait pour vous acheminer vers Paris? Est-ce que ça a été très compliqué? Est-ce que vous vous êtes retrouvé face à face avec des forces de l'ordre? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je comprends, vous allez être à une centaine de kilomètres de Paris. Et demain, ça peut recommencer si le patron de la coordination rurale dit on redémarre parce qu'on n'a pas eu gain de cause. Tout à fait, tout à fait. Alors pour moi, le cas est un peu particulier parce que moi, je suis monté en véhicule léger puisque, en fait, nous, on se battait à Toulouse hier jusqu'en milieu d'après-midi où on avait là aussi Centaure, compagnie de CRS, hélicoptères, etc. aux côtés des Gersois, Tarn-et-Garonnais, tout ce qui est autour de tous les départements autour de Toulouse. Et ensuite, on est monté rejoindre les collègues qui étaient déjà sur la route en véhicule léger. Et eux, ils ont eu effectivement beaucoup de difficultés avec des blocages de police, des passages à travers champs, parfois à pousser les voitures de police, à faire ce qu'il fallait pour arriver à Paris. Et ils ont été, comme je vous dis, héroïques parce qu'il faut comprendre qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. S'il y en a un qui détruit son tracteur, c'est sa ferme qui coule derrière. Ils ont pris des gros risques. Donc, il y a eu des tracteurs saisis, il y a eu des gardes à vue, il y a eu des amendes. Il y a eu énormément de collègues en garde à vue. Il y en a qui y sont encore actuellement. Je pense au patron de la coordination rurale en Corse, notamment, qui a été en garde à vue. On va Tout à fait, le président de la coordination rurale Occitanie et tant d'agriculteurs sans titre de noblesse, dirons-nous, mais qui ont été extrêmement courageux et qui ont fini en garde à vue. Les tracteurs en fourrière, oui, ça a été le cas de beaucoup des nôtres. Alors il y a un sondage CSA pour CNews qui est tombé ce soir, 70% de la population française vous soutient. D'ailleurs j'aimerais bien rencontrer les 30% restants pour leur expliquer ce qu'est le métier d'agriculteur, ou plutôt que vous les... 79%, voilà, 79%, donc quasiment 80%. Donc les 21% restants, ça serait intéressant de les rencontrer, qu'ils rencontrent des agriculteurs pour qu'ils nous expliquent pourquoi ils ne soutiennent pas le mouvement agricole et le cri de désespoir d'une profession qui ne veut pas disparaître et qui nourrit tout un pays et qui se lève très tôt pour cela. Vous avez parfaitement raison. Moi, je peux vous dire, je me suis rendu 3 fois devant l'Assemblée nationale au milieu des agriculteurs avec qui j'ai pu échanger toute l'après-midi. Ils sont extrêmement déterminés. Vous savez, peut-être que certains ministres pensaient qu'une fois qu'il y aurait Noël, finalement, tout le monde rentrerait chez soi. Eh bien, ils se sont trompés. Ces ministres également qui pensaient que la coordination rurale n'oserait pas aller jusqu'à Paris. Ces ministres qui pensaient que la neige allait empêcher ces agriculteurs de monter jusqu'à Paris. Ils sont déterminés. Moi, je les interrogeais, je leur disais, mais vous attendez quoi? Vous attendez des promesses? Ils me disaient, non, on attend des engagements. On attend des choses extrêmement concrètes. Moi, je veux saluer vraiment leur courage parce qu'en effet, beaucoup m'expliquaient qu'ils dormaient dans les tracteurs. Ça faisait 48 heures. Certains sont même partis dimanche. J'ai pu voir des Corses qui vraiment sont venus de très loin, qui expliquaient effectivement cette véritable jeu du chat et de la souris. Et en même temps, avec un véritable pacifisme. Et ça, c'est important de le souligner. Si ce mouvement, il va durer, c'est que ce sont des gens pacifiques, ce sont des gens patriotes, ce sont des gens qui portent un message extrêmement simple et qui sont soutenus quand même par une majorité de Français. On a vu beaucoup de Parisiens, y compris des Parisiens quand même, durant l'après-midi, qui venaient apporter des chocolats, des croissants à ces agriculteurs qui, effectivement, avaient besoin de se ressourcer, mais qui sont là. Regardez Pierre-Guillaume Marcadal, après plusieurs jours de mobilisation, il est là avec nous ce soir. Vous avez dormi combien d'heures ces derniers jours? J'ai dormi 4h30 en 3 jours. C'est précis.
Baudouin, vous étiez avec nous hier, vous avez suivi les agriculteurs monter jusqu'à Paris, vous étiez au cœur du fameux jeu du chat et de la souris avec les agriculteurs qui essayaient de passer à travers champs sans se faire attraper par les policiers et les gendarmes qui avaient des consignes, hein, on le répète, c'est évidemment pas eux le problème, c'est les ouvriers de la sécurité, ils respectent les ordres qu'on leur donne, même si des fois ils viennent en aide aux agriculteurs, nous disait à l'instant Pierre-Guillaume Mercadal. Qu'est-ce qui se passe donc à l'Arc de Triomphe? Les agriculteurs sont partis, mais ils sont partis, j'ai envie de dire, pour mieux revenir, Baudouin. C'est ça les témoignages que vous avez eus aujourd'hui? Oui, Gauthier, c'est un peu ça, et c'est ce qu'on entendait entre les lignes du message de Bertrand Vantaux tout à l'heure, en fin d'après-midi, quand il a levé le blocage à proximité de la Tour Eiffel. Il disait « allez vous reposer », mais il n'a pas dit « allez vous reposer chez vous ». Donc là, les agriculteurs rejoignent les camps de base, entre guillemets, les points de ralliement autour de la capitale. C'est sans doute pour mieux revenir, selon les réponses qui émergeront, sans trop d'espoir évidemment, mais des concertations avec le Premier ministre. Derrière moi, à l'Arc de Triomphe, vous voyez, il n'y a plus de tracteurs, parce qu'en effet, Pierre-Guillaume Mercadal l'a dit, il y a eu très peu de sommeil, il y a vraiment une fatigue, il y a vraiment une lassitude. Certains ont même regagné leur région d'origine, mais pour la plupart, ils ne sont pas très loin de l'Île-de-France, si ce n'est toujours en Île-de-France d'ailleurs. Le blocage d'Auteuil a été aussi levé dans la dernière heure. Celui de la Tour Eiffel, comme je le disais, et ici, à l'Arc de Triomphe, eh bien, il restait quelques soutiens, quelques agriculteurs, mais là, c'est bien vide. Mais comme vous dites, Gauthier, c'est pour se reposer, là, pour prendre des forces. Ça a été les mots du président de la coordination rurale. Je veux juste vous signaler le tweet de Philippe de Villiers que vous retrouverez évidemment demain à 19h sur CNews avec Elliott Deval et Geoffroy Lejeune, et qui réservera sa réaction demain soir dans son émission. La classe dirigeante qui conduit les destinées de la France depuis Maastricht est criminelle. Elle a livré les compétences agricoles à Bruxelles. Elle a choisi le libre-échange plutôt que la défense de nos intérêts vitaux. Elle a pris le risque que demain, nos prairies soient vides, remplies de chardon, entretenues par les Khmers verts, du Green Deal. Les tracteurs de la révolte sonnent le tocsin. Merci au courage paysan. C'est ce qu'on disait hier, Éric Tegner. On a un président de la République qui nous dit qu'il est contre le Mercosur et qui va voter contre. Très bien. Eh bien, il va quand même s'appliquer en France. Ça dit toute l'impuissance de notre pays. Vous imaginez Trump se faire imposer un traité qu'il ne souhaiterait pas, qu'il n'aurait pas ratifié, pour lequel il n'aurait pas voté? Eh bien, c'est ce qui va se passer demain en France. On est contre, mais ça s'applique quand même chez nous. Vous avez raison, il y a deux choses insupportables. La première, c'est que lorsqu'on est contre, eh bien on nous dit c'est pas grave en fait. Je pensais qu'on était une des plus grandes puissances mondiales. La seule chose qu'on nous dit de faire, c'est d'envoyer des soldats mourir en Ukraine. Ça c'est sûr, on va être le seul pays de l'Union européenne à envoyer plusieurs milliers. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Garantir une sécurité, mettre presque à disposition notre arme nucléaire pour protéger nos pays voisins, ça, il n'y a pas de problème. En revanche, sauver nos agriculteurs, eh bien jamais. Parce que l'objectif, effectivement, ça va être de sauver par exemple l'industrie automobile tout simplement allemande. Donc ça, c'est insupportable. Un Emmanuel Macron incapable de faire ce que le général de Gaulle faisait avec la chaise vide. Et le deuxième élément, pardonnez-moi Gauthier, qui est insupportable, c'est que Philippe de Villiers, ce qu'il dit là, ça fait une vingtaine d'années qu'il le dit. Et lui, comme d'autres, ils ont été conspués, traités de complotistes. On leur disait que c'était des démagos. Emmanuel Macron, c'est lui le démago. Parce en 2016 et en 2017, il a fait sa campagne présidentielle sur le Mercosur. Il était favorable au Mercosur. Il a soutenu Ursula von der Leyen. Même Angela Merkel ne voulait pas d'Ursula von der Leyen. C'est lui qui l'a mis au pouvoir à la tête de la Commission européenne. Et c'est elle qui a appliqué derrière le Green Deal. Alors c'est la même chose avec l'industrie nucléaire où il a tout bazardé. Et à la fin, il dit « Ah ben oui, c'est vrai, on a fait une connerie, donc on essaie de se rattraper. Mais non, c'est trop tard. » Vous avez tout dit. La seule spécialité de ce gouvernement et des gouvernements précédents, c'est de jouer la montre. Pourquoi? Parce que s'ils gagnent un mois, eh bien c'est un mois de plus dans leur ministère, vous savez. S'ils arrivent à faire 4 mois dans le même ministère, d'une certaine façon, ils vont battre d'autres ministres et ils seront absolument ravis. Ils ne sont là que pour sauver leur petit poste. Mais je vais vous dire, quoi qu'il se passe dans les jours à venir, il y aura un avant et un après aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce qui a surpris les ministères, qui ne s'attendaient à aucun moment que les agriculteurs arrivent à Paris, c'est que la coordination rurale, c'est la nouveauté de ces dernières années. Ils ont la capacité de ne pas être achetés par le gouvernement, ils ont la capacité effectivement de ne pas avoir peur et de se rendre à Paris. C'est-à-dire que la prochaine fois, parce que je pense que beaucoup d'agriculteurs se disaient on n'arrivera jamais à Paris. La prochaine fois, lorsqu'ils diront on monte à Paris, je pense qu'il pourra y avoir encore plus de personnes. Et pour ça, il y a évidemment un avant et un après. Et c'est pour ça que Pierre-Guillaume Mercadal le disait tout à l'heure, il faut qu'il fasse attention. Parce qu'à un moment, sinon la violence, eh bien, elle va passer d'un cran. Évidemment, personne ne le souhaite. Personne ne la souhaite, évidemment. Et il ne faut pas que les agriculteurs perdent l'opinion
populaire. Il y a 8 Français sur 10 qui les soutient. Il faut que ça continue évidemment comme ça. Est-ce que vous avez le sentiment aussi, Pierre-Guillaume Mercadal, que le gouvernement joue la montre en se disant les agriculteurs, ils ont leur exploitation, au bout d'un moment, ils vont quitter Paris et tout rentrera dans l'ordre. Et puis c'est comme la dernière fois, comme ce qui s'était passé avec Gabriel Attal sur sa botte de foin, ça redémarrera peut-être dans un an, mais on a quelques mois de plus. Et puis vous savez quoi, moi en fait, président de la République, il me reste 18 mois, donc dans 18 mois c'est plus mon affaire, ça sera le suivant, je m'en lave les mains et après moi le déluge. Mais tout à fait, puisqu'il sait très bien qu'en gros, dans un mois et demi, on sera tous bloqués avec les semis et tout ce qu'on a à faire dans nos fermes. On ne peut pas manifester toute l'année. Alors il y a le salon de l'agriculture dans un mois, oui, qui va être un moment important. L'année dernière, au salon de l'agriculture, vous aviez 5 ou 6 000 forces de l'ordre pour nous attendre dans... Il y a 2 ans, Non, 2025. Il y a 2 ans, c'est parti dans tous les sens. Ils ont envoyé les renforts après. Mais Emmanuel Macron est venu avec sa garde prétorienne il y a 2 ans, encerclé. C'était un salon Potemkin, voilà. C'est-à-dire qu'il avait privatisé le salon et c'était Macron et sa cour qui visitaient des halls vides de population. J'y étais, donc je peux vous le dire, en 2024, le public a pu recommencer à rentrer au salon qu'à partir de 11h. Mais nous, on était dedans parce qu'on a cassé les portails, bref, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que l'an dernier, quand on a voulu y revenir, il y avait 5 à 6 000 forces de l'ordre qui nous attendaient, c'était délirant. Donc le salon de l'agriculture, cette année, il n'y aura même pas de vaches, je ne sais pas bien ce que ça va valoir. Voilà. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que oui, la CR n'est pas vendue. Je tiens quand même à rendre hommage à notre président qui a fait un truc que je trouve extraordinaire. Avec nous hier soir. Il a fait quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est qu'il nous a dit allez-y, s'il y a de la casse, la coordination rurale payera, quitte à couler, de toute façon on doit se battre. Il était prêt à aller à la ruine du syndicat financier tellement ce qu'on vit est grave. Voilà, il était prêt à aller au bout. Ça c'est extraordinaire, ça c'est quand même un acte que je trouve très courageux, il faut lui rendre hommage pour ça. Premièrement. Et ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on est un syndicat qui monte, donc qui se structure petit à petit. Là, les collègues, ils sont partis, entre guillemets, le couteau entre les dents. On est parti en tracteur, on n'avait pas une logistique extraordinaire. Ils ont fait, tout le monde a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord. Voilà. Mais c'est le courage, on l'a, parce que de toute façon, tout le monde est excédé et désespéré. Et le combat est très loin d'être fini, je vous le garantis. Ouais, on a entendu très bien dans le sujet. C'est le cri de désespoir d'une profession qui ne veut pas disparaître et qui a le sentiment d'être totalement abandonnée, Éric Tegner. Totalement abandonnée, totalement lâchée. Et qu'on le disait à l'instant, que le gouvernement joue la montre, n'apporte jamais aucune réponse satisfaisante. Gabriel Attal avait réussi à calmer le mouvement quand il était Premier ministre, mais au fait, rien ne s'est passé, tout a recommencé. Oui, et vous savez, il suffit de regarder à nouveau le sondage que vous avez diffusé tout à l'heure du CSA. C'est-à-dire que dans ce 80% sondage, des Français. Oui, et les 21% qui ne soutiennent pas les agriculteurs, ils viennent quasiment pour moitié de ceux qui votent pour la majorité présidentielle. La vérité, c'est qu'on se retrouve avec des gouvernements aujourd'hui qui sont aux responsabilités, où en fait, il y a ce petit état d'esprit que les agriculteurs, c'est un truc de ringard en fait. C'est l'ancien temps, que normalement, il faut plutôt aller sur les nouvelles technologies, qu'il faut aller sur le numérique, et que dans le fond, c'est un peu rance, ces agriculteurs. Mais Emmanuel Macron n'a pas l'envie, n'a pas la fierté de se dire étant à la tête d'un pays qui a une grande agriculture, ça ne les intéresse pas. C'est de la même façon qu'ils ont complètement détruit l'industrie. Il y a une dizaine d'années encore, lorsqu'il y avait des responsables politiques qui citaient les mots de souveraineté ou d'industrie, on se moquait d'eux. On se moquait d'eux, on les faisait passer pour des incompétents. Donc c'est ça l'immense problème. Les agriculteurs, ils le voient très bien, ils voient que ces responsables politiques, quand ils se rendent dans leur ferme, ils viennent tout simplement d'acheter leurs bottes, leur paire de bottes, et qu'une fois qu'ils ressortent de la ferme, ils rangent bien la paire de bottes jusqu'à l'année suivante, lors des élections. Donc c'est toujours la même chose, et évidemment, ils se sentent complètement méprisés. Ce matin, dans la nuit, donc, nous avons eu sur Paris un certain nombre de tracteurs qui ont pu accéder à la capitale, en dépit des contrôles qui ont été mis en place en amont et qui ont dissuadé beaucoup de tracteurs de se rendre sur la capitale. Nous avions mis un dispositif à la périphérie de la région Île-de-France, puis en Grande Couronne, puis en Petite Couronne, qui a empêché un certain nombre de tracteurs de venir sur la capitale. En revanche, une centaine d'entre eux ont pu atteindre la capitale, une quarantaine qui sont entrés sur la capitale et qui ont occupé notamment la place et qui occupent actuellement la place de l'Étoile et le site
devant de l'Assemblée nationale, et pour une quarantaine d'entre eux, une soixantaine qui sont restés et qui sont toujours actuellement bloqués aux portes de Paris. Donc cette action a été rendue possible puisque ces tracteurs se sont en fait rendus dans la capitale de manière perlée, en contournant les dispositifs policiers et de gendarmerie, parfois même en les forçant, et donc ils ont pu ainsi parvenir sur les sites que je viens de citer, donc à l'intérieur de la capitale et notamment devant l'Assemblée nationale et sur l'Étoile. Moi, je trouve que ça a été un très mauvais préfet et que c'est un excellent politique parce que ce monsieur est un menteur professionnel. Il a menti sur les chiffres même sur les chiffres qu'il donne au niveau des collègues et des tracteurs. Il a menti pour l'Ariège au niveau de ce qui s'est passé avec les gendarmes mobiles. Et quand il était préfet, je ne sais pas si vous vous rappelez d'un événement qui est quand même pas très drôle, mais quand Jérôme Rodriguez a perdu son œil, le soir même, dans les médias... C'était pas lui. C'était pas lui. Non, c'était Pas lui. Didier Lallemand. C'était Didier Lallemand à l'époque. C'était C'était Didier Lallemand. Oui. C'était Didier Lallemand. Le préfet de Paris, Oui. la police. Au moment de Jérôme Rodriguez, il me semble que c'était... Pendant les Gilets jaunes, c'était Didier Lallemand, oui. Alors, Il maintenant, me semble qu'à ce moment... Alors, pour moi, il a nié l'utilisation de LBD le jour où Jérôme Rodriguez a perdu son œil. Moi, je partage un peu l'avis de Pierre-Guillaume Marcadal sur le rapport à la vérité de Laurent Nunez. Voilà, si je peux utiliser un terme pondéré. Oui, parce que je le rappelle, menteur, c'est évidemment votre propos, etc. Oui, que j'assume. En attendant, je me doute que vous assumez vos propos. Oui, j'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Oui. Mais alors que c'est un grand expert, parce qu'il était secrétaire d'État au ministre de l'Intérieur, quand même, lorsqu'on l'a interrogé sur le nombre de clandestins dans le pays, il a réussi à nous dire 300 000. Pour le lendemain, doubler ce chiffre. C'est-à-dire qu'il y a quand même une interrogation. Là, pour le coup, c'est un vrai mensonge. C'est un vrai mensonge. Oui. Si on a, voilà. Au mois de décembre, ils expliquaient que c'était l'ultra-gauche qui était dans cette ferme et qui défendait les vaches. Pardonnez-moi, je ne sais pas comment on peut appeler ça, si ce n'est également un mensonge. Et je vais vous dire, pourquoi il y a une tentative de répression et pourquoi il y a un changement dans la dimension, dans la doctrine de maintien de l'ordre. C'est parce que l'objectif, c'était que ces agriculteurs ne rentrent pas dans Paris. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un pays ultra centralisé où si vous n'allez pas à Paris, il ne se passe rien. Ça serait le chaos dans le Sud, que de toute façon, à partir du moment où nos politiques ne sont pas touchés, rien ne bouge. Rappelez-vous des émeutes. Ça commençait à avoir peur quand on se disait, tiens, ils vont peut-être arriver à Paris. Les Gilets jaunes, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est ça. Et c'est pour ça que les agriculteurs, là, ils ont compris cet élément. Ils ont compris qu'il faut monter à Paris pour qu'il se passe quelque chose. Alors là, ils vont rester, mais ils reviendront, c'est une certitude. Alors, on a fait Laurent Nunez. Je vous propose d'écouter maintenant Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, qui a fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. La situation qu'on voit depuis cette nuit, depuis ce matin, n'est pas acceptable. Et donc sur l'appel à manifester devant l'Assemblée nationale comme sur les tracteurs qui sont en ce moment même sur la place de l'Étoile à l'Arc de Triomphe, je n'ai qu'une chose à dire. Tout ça est illégal, nous ne laissons pas faire et nous ne laisserons pas faire. Yael Braun-Pivet avait tweeté « Je choisis toujours le dialogue, je suis aussi là pour entendre la colère, c'est mon rôle, je suis allé rencontrer les manifestants pour leur dire que j'ai entendu leurs demandes, je rencontrerai les organisations syndicales cet après-midi, nous tenons à notre agriculture et nous continuerons à nous battre pour elle ». Je vous dis, elle a réagi avec beaucoup de dignité. Yael Braun-Pivet, ce qui s'était passé tout à l'heure. Éric Tegner, sur le 2 poids 2 mesures qu'on dénonçait déjà hier, c'est vrai qu'on ne met pas des blindés face aux narcotrafiquants, on en met face aux agriculteurs. Oui, je vous ai expliqué hier avec un peu d'ironie qu'on avait le témoignage, vous savez, de ces agriculteurs qui s'étaient retrouvés traqués dans des champs avec des lampes torches, vous savez, comme si c'était des grands méchants. Et j'aurais aimé la même fermeté lorsque des clandestins traversent illégalement la frontière entre l'Italie et la France. Là, visiblement, pour retrouver des clandestins dont le QTF a expiré, on n'est pas au rendez-vous. C'est ça en permanence qui se passe. Vous savez, moi, les agriculteurs à qui j'ai pu parler cet après-midi sur Yael Braun-Pivet, je leur ai demandé pourquoi vous l'avez un petit peu chahuté, etc. Ils me disaient, mais parce qu'en fait, elle nous trahit depuis le début, parce qu'elle nous balade. C'est-à-dire que ces responsables politiques, vous savez, les agriculteurs, ils ont une chose, c'est qu'ils ont du bon sens. Ils ont du bon sens. Et donc, ils voient en permanence qu'en fait, ils ont un point commun avec l'ensemble des Français, par exemple, qui payent les impôts. C'est que la meilleure administration qui est la plus organisée aujourd'hui, c'est pas le ministère de la Santé, hein, c'est le fisc. C'est-à-dire que si vous avez 5 € d'impôts qui ne sont pas payés, ils vont bien aller vous chercher. En revanche, tous les gens, effectivement, qui vont faire du deal tout en touchant le RSA et en travaillant au noir, ça, en permanence, ils peuvent venir leur petite boutique. Et surtout, quelle est la consigne dans ce cas-là du ministère de l'Intérieur ? Pas de vagues, les amis, pas de vagues. Alors, sinon, le pays va brûler. Je disais que c'était transpartisan. Coordination rurale, confédération paysanne. Et c'est tellement transpartisan que Jean-Luc Mélenchon a apporté son soutien au mouvement agricole au micro de CNews. Bon. Qu'est-ce que vous me demandez comme question ? Qu'est-ce que vous dites aux agriculteurs français ? Eh bien, bonjour, bravo et continuez, vous ne laissez pas faire, on a besoin d'agriculteurs dans ce pays.
transpartisan. Ouais. Vous avez vu comme Le journaliste avait l'air choqué qui répond. Maxime Leguet, que je salue, vous avez vu comme le mouvement des agriculteurs fait des miracles. Parce qu'il est vrai de dire que dès ce matin, vous aviez des membres de la France Insoumise, qui sont très opposés évidemment au Mercosur, qui étaient sur les points de blocage auprès des agriculteurs. Ouais, non, mais- Attendez, parce que vous là, Non, mais- là, non, pas Johan, pas tout de suite. Je peux Pas tout de suite. Un peu, surtout qu'on va être en duplex avec Adrien Clouet de la France Insoumise. dire du Donc, nous sommes en duplex avec Adrien Clouet dans 10 secondes, mais il y a Éric Tegner qui me réclame la parole pour dire du bien de la France Insoumise. Donc, je ne résiste évidemment pas à lui donner la parole avant de rejoindre Adrien Clouet. Mais oui, parce que Jean-Luc, lorsqu'il est comme ça, Mélenchon. évidemment qu'on l'aime bien. Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que, oui, non, mais parce qu'il y a C'est le pas côté encore un de vos populaire, c'est amis. pour ça que j'utilise ce prénom. J'ai envie de dire, il faut aller encore plus loin. Peut-être qu'il se rendra au salon de l'agriculture, qu'il conviera Sandrine Rousseau et qu'il se fera une bonne bavette d'oléo et comme ça, et qu'il invitera tous ses amis et ça sera extrêmement agréable, vous savez. Je ne sais pas si j'ai bien fait de vous donner la parole. Bien sûr, M. Macron avait 8 ans pour s'opposer au Mercosur, 8 ans pour construire une coalition avec d'autres pays européens qui y sont opposés, je pense à la Pologne, à l'Irlande, à l'Autriche. Donc M. Macron n'a rien fait et il se réveille la veille au soir en nous expliquant que finalement il va voter contre tout seul dès lors qu'il est certain que ça passe. Donc c'est évidemment d'une mauvaise foi, d'une hypocrisie totale parce que cet accord, le Mercosur, on en connaît bien les conséquences. Ça met en concurrence les paysans agriculteurs français avec leurs homologues, par exemple au Brésil, mais pas que, mais notamment au Brésil, qui travaillent parfois dans des fermes-usines qui sont payés pour 1 euro de l'heure. Donc comment vous voulez dire à un éleveur, une éleveuse qui a 50 bêtes qu'on va le mettre en concurrence avec une ferme-usine de 8000 ou 9000 animaux? C'est évidemment une manière de faire disparaître une partie de l'élevage français par la concurrence internationale. Et donc ils et elles ont raison de se mobiliser et on est à leur côté. On a entendu Jean-Luc Mélenchon au micro de CNews aujourd'hui, donc je trouve que c'est un formidable signe, un formidable miracle qui prouve que ce mouvement agricole est transpartisan, Pierre-Guillaume Mercadal. Bah, tout à fait, mais vous savez, bon, moi personnellement, je ne crois pas aux partis politiques, mais on est en train de crever. Donc quand il y en a qui sont vraiment de bonne volonté, par rapport à la dermatose, quand on était en Ariège, les partis ne s'étaient pas encore positionnés. Il y a 2 députés qui ont osé venir, malgré le fait de ne pas avoir la bénédiction de leur appareil politique. Alors Julien Leonardelli, député européen RN, si je ne dis pas de bêtises, et Manon Meunier de LFI. Et très sincèrement, Manon Meunier, sur beaucoup de points à la CR, il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Et elle a une démarche sincère, elle va sur les actions, elle vient avec nous. Voilà, moi je vous dis, je ne suis pas dans une histoire de parti politique. Aujourd'hui, c'est Marine Hamelé qui est RN, qui a été géniale avec nous, qui est députée RN. Voilà. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des gens de bonne volonté et on juge les actions, les discours. On voit que rien n'est terminé, Éric Tegner. On est très ému par le témoignage qu'on vient d'avoir à l'instant d'Éloi. Un agriculteur qui se retrouve avec les menottes au poignet, qui se retrouve une nuit en garde à vue, dans un cachot, comme un pauvre délinquant, alors qu'il y a des narcotrafiquants ce soir qui sont toujours sur leur point de deal. Moi, je vais vous dire, paradoxalement, je trouve que ça donne envie. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, on est... Dites pas ça trop rapidement parce que vous allez vous y retrouver. Hein. Bon, peut-être. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un pays où les gens, ils ont du mal à trouver du sens. Et au travail, ils vont vous dire que leurs collègues, tout ça, les relations, c'est très compliqué. On vit uniquement sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est l'avantage quand même de ce genre de mobilisation, c'est qu'on découvre une vraie fraternité entre agriculteurs. On découvre que vous êtes enracinés, vous êtes en forme, vous avez des projets de famille, etc. Et c'est ça aussi. C'est-à-dire que derrière la cause des agriculteurs, il y a d'une certaine façon la cause du travail, la cause d'un savoir-vivre, la cause d'un savoir-être, la cause d'un bien-vivre. Et malgré le fait que finalement vous ne gagnez pas beaucoup, ça veut dire qu'on n'est pas dans... Les Français ne veulent pas forcément d'une société matérialiste où l'objectif c'est uniquement de devenir riche. Vous voyez, lorsqu'ils soutiennent les agriculteurs, ils soutiennent ce mode de vie. Et on le voit, vous savez, toutes les chaînes d'infos parlaient de la neige ces derniers temps. Eh bien, dans les petits villages, lorsqu'il n'y a pas de déneigeuse, eh bien, c'est l'agriculteur qui se déplace avec son tracteur. On a vu des images même sur la route, des tracteurs qui hier s'occupaient de mettre le sel, etc. sur le chemin en venant par Paris. C'était le vôtre? Oui, c'était les nôtres. En tout cas, on avait les larmes et on a bien déneigé en passant. Bon, c'était marrant, mais ça glissait vraiment. C'était bien gelé. On a fait tout un périple sur une grosse distance avec la neige. Du coup, on a sorti aussi les gens du bas-côté. C'était assez drôle. Et Éloi, je peux vous demander, parce que vous avez fait une garde à vue, est-ce que vous savez s'il va y avoir des suites judiciaires, si vous allez être poursuivi, mis en examen, que sais-je? Alors, je vais recevoir rébellion, moi. Comment ça s'appelle après Refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer, complicité refus d'obtempérer, puisque c'est mon copain qui m'a dit qu'est-ce que je fais, j'ai dit fonce. Donc voilà, donc c'est pas bien méchant. Depuis le début, on faisait ça, on ne pensait pas se faire arrêter. Bref. Et là, vous êtes sûr que l'amende pour refus d'obtempérer, elle sera payée?
Mais par contre, on n'a pas foncé comme des débiles. On a esquivé. Donc tout a été fait sans vouloir blesser personne, ni les forces de l'ordre, ni les personnes. Donc vous risquez une condamnation. Je risque un gros manche. Je pense que je vais à peu près m'en sortir comme ça. Donc, un gros quoi? Un gros PV, un manche. Ah oui. Mais je partage évidemment ce qu'il a dit, c'est-à-dire que là, on est en train de voir tout le dispositif depuis hier policier qui, encore une fois, surconsigne à la fois du ministère de l'Intérieur, mais de Matignon qui valide l'envoi, par exemple, de certains véhicules blindés. J'aurais aimé voir ce type d'image lors des émeutes, mais surtout lors de la finale, rappelez-vous, de la Ligue des Champions. C'est-à-dire, on se demandait combien d'heures il faudrait avant qu'on commence à mobiliser. Et là, je ne vous parle même pas de l'anticipation. C'est-à-dire qu'il y a quand même une capacité dans ce pays à chaque fois, systématiquement, lorsqu'on voit des Français qui travaillent. Quand même l'élément important. Emmanuel Macron s'est fait dire sur la promesse de remettre tout le monde au travail. Ces Français qui travaillent, ces Français qui, à l'arrière de leur tracteur, ont un drapeau français, ces Français qui chantent la Marseillaise. On les a entendus de nombreuses fois devant l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, pardonnez-moi, ils ne sont pas avec les drapeaux palestiniens, ils ne sont pas en train de dire ni que la France, ni que la police, tout le monde déteste la police, un flic et un facho, rappelez-vous, le kérosène, c'est fait pour les flics et les fachos. Voilà, c'est pas ce genre de slogan qu'on entend. Mais pour eux, on va mobiliser toutes les forces de gendarmerie. Moi, je pensais naïvement, quand j'entendais Emmanuel Macron à Marseille, qui justement allait dire qu'il luttait contre le narcotrafic, qu'il y avait un problème de moyens. Ben voilà, en fait, il gardait tous ses moyens en prévision de la crise agricole. C'est lunaire de ce côté-là. Moi, j'ai envie de poser une simple question. Pourquoi est-ce qu'on ne les laisse pas bloquer ? C'est-à-dire que si on pense vraiment que... Et là, en plus, c'est pas eux qui bloquent, c'est les fourgons de gendarmerie, de CRS. Parce qu'ils veulent derrière les empêcher de bloquer demain, ils veulent peut-être les amener bien plus loin, etc. Ils veulent empêcher, évidemment, qu'ils reviennent à Paris. Parce que, encore une fois, nos petites élites parisiennes, tout ce qui se passe en dehors de Paris, de toute façon, ne les intéresse pas, ça ne les touche pas. Ils vont pouvoir continuer leurs petits cocktails, les petites journées de vœux, ils vont faire les galettes des rois jusqu'à la fin du mois de janvier, etc. Et ils veulent certainement pas être dérangés. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on les laisse bloquer. Dans ce cas-là, les Français, ils vont être dérangés s'il y a une semaine de blocage et ils vont se détourner du mouvement. Eh bien non. C'est pour ça qu'ils ne laissent pas bloquer. Parce que nos gouvernants aujourd'hui savent que quoi qu'il se passe de toute façon, les Français sont de votre côté. C'est pour ça que pour moi, il faut garder de l'espoir. Moi, je suis d'accord avec vous, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer pendant les 18 prochains mois. De toute façon, ce qui va compter, c'est l'élection présidentielle. Et si Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Gabriel Attal nous retrouvent quelqu'un qui en gros est le même, tout comme ils ont depuis 25 ans, il ne se passera à nouveau rien. Donc, mais il faut quand même continuer à se battre parce qu'il y a une forme de flamme qu'il faut cultiver. Et moi, je trouve que tous les jeunes que vous arrivez à mobiliser à chaque fois, des jeunes aussi parfois, qui n'ont pas de parents qui sont fermiers, c'est-à-dire pas de parents qui sont agriculteurs. Ils vont se mobiliser, ils ont été sensibilisés, etc. Ils se lancent. Emmanuel Macron, il passe son temps à dire à l'entrepreneur, c'est génial. Vous savez, il disait que le 93, c'était la Silicon... Il disait que il parlait de la Silicon Valley du 93. Rappelez-vous, le super entrepreneur, le serial start-upper, c'était celui qui était chauffeur Uber, celui qui était en Seine-Saint-Denis. Non, le serial entrepreneur aujourd'hui, c'est l'agriculteur qui est obligé de prendre en compte la météo, qui est obligé de calculer les investissements, qui est obligé de gérer ses coûts, de regarder également sur les cours de bourse, le cours de la vente du blé, etc. C'est lui l'entrepreneur à valoriser.